Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. Cette semaine, à l'émission, notre journaliste Andréane Viau s'entretient avec José Lobato au sujet du projet Océania. Je reçois en studio la compositrice et guitariste classique Suzy Auclair. Nous allons visiter la clinique d'impôt de Belleuil qui se poursuit jusqu'à la fin avril. Nous sommes allés couvrir la conférence de presse de la CCIVRR pour l'annonce de la nouvelle émission Visez Juste qui traite de l'entrepreneuriat dans la région. Finalement, on profite de la semaine de relâche pour accueillir la Maison des jeunes des Quatre Fenêtres et ils en profitent pour venir nous parler de leur expérience. Je m'appelle Marc-Antoine Harvey et je serai votre animateur pour cette édition du Régional. Bonne émission! Comme à l'habitude, l'équipe de TVR9 vous propose un tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. Face aux tensions commerciales entre les États-Unis et le Canada, les entreprises de la vallée du Richelieu sont appelées à adapter leur stratégie pour traverser cette période d'incertitude économique. La MRC de la vallée du Richelieu rappelle que son service de soutien aux entreprises est disponible pour accompagner les entrepreneurs du territoire dans leur démarche d'adaptation et d'innovation. Dans ce contexte, Investissement Québec déploie la solution Panorama, une solution combinant financement et accompagnement personnalisé pour les entreprises exportatrices québécoises. L'objectif, diversifier leur marché au-delà des États-Unis. L'accompagnement inclut notamment des services stratégiques, de l'intelligence d'affaires et de la mise en relation avec de nouveaux clients potentiels. Côté financement, des prêts à terme pouvant atteindre 1 million de dollars sont offerts avec un moratoire de remboursement allant jusqu'à 24 mois. Les entreprises sont également invitées à profiter de l'initiative régionale S'approvisionner en Montérégie qui vise à favoriser l'achat local et à renforcer la résilience économique de la région. Les entreprises peuvent aussi partager leurs besoins en approvisionnement directement avec Montérégie économique. Finalement, les entreprises touchées par les nouveaux tarifs douaniers peuvent participer à un webinaire gratuit le 14 mars prochain, organisé par Orpex de la Montérégie. Cette rencontre permettra de découvrir les ressources disponibles pour soutenir les projets d'exportation dans ce contexte difficile, tout en offrant une séance de questions-réponses avec des experts. La MRC de la vallée du Richelieu réitère son engagement à appuyer les entreprises locales pour les aider à naviguer à travers cette période de turbulence économique. La communauté de Belleuil est en deuil. Denis Corriveau, qui a représenté les citoyens du district 4 au conseil municipal pendant 14 ans, de 2003 à 2017, s'est éteint le 11 février dernier à l'âge de 70 ans. Lors de la séance du conseil municipal du 24 février dernier, la mairesse Mme Nadine Viau a pris un moment pour souligner son important héritage, rappelant un homme reconnu pour son implication, sa bienveillance et son engagement profond envers la communauté. Une minute de silence a été observée en sa mémoire. Denis Corriveau laisse dans le deuil ses 2 filles, ainsi que 4 petits-enfants, ses 2 frères et plusieurs parents et amis. Son passage à la ville a marqué de nombreuses initiatives locales et il restera un visage bien connu dans le paysage de Belleuil. Restons du côté de Belleuil où les sacs de plastique et plusieurs articles à usage unique, comme les pailles, les verres, couvercles et assiettes en plastique, sont désormais interdits. Le conseil municipal a adopté cette nouvelle réglementation le 24 février dernier. C'est une mesure qui s'inscrit dans le plan de réduction des gaz à effet de serre de la ville et qui répond aussi aux exigences de la communauté métropolitaine de Montréal. Le nouveau règlement touche tous les commerces de la municipalité. Les commerçants ont toutefois jusqu'au 31 août pour écouler leur stock et s'adapter. La Ville met aussi à leur disposition un nouvel outil en ligne sur le site Web de la Ville où les entreprises peuvent trouver un guide pratique, une liste de fournisseurs et plusieurs conseils pour faciliter la transition vers cette alternative plus écologique. Les compagnies qui ne respecteront pas la réglementation s'exposent à des amendes allant de 200 à 2 000 $ pour une première infraction et jusqu'à 4 000 $ en cas de récidive. La mairesse de Belleuil, Mme Nadine Viau, salue les entreprises qui ont déjà amorcé ce virage vert et invite les citoyens à encourager celles qui adoptent des pratiques de plus en plus respectueuses de l'environnement. Le député de Pierre-Boucher, les Patriotes Verchères, Xavier Barcelo-Duval, briguera un nouveau mandat lors des prochaines élections fédérales. Il a reçu, le 22 février dernier, l'appui de la centaine de militants réunis à Boucherville pour son assemblée d'investiture. Député du Bloc québécois depuis 2015, M. Barcelo-Duval a pu compter sur un message de soutien du chef du parti, Yves-François Blanchet, qui a salué son travail exemplaire et son rôle clé dans la relève politique du Bloc.
Dans son discours, Xavier Barcelot-Duval a mis de l'avant les liens solides qu'il a tissés avec les citoyens de sa circonscription au fil des années, ainsi que les nombreux dossiers qu'il a défendus, comme la protection de la rivière Richelieu, la réfection du quai de Verchères ou encore la défense des droits des voyageurs pendant la pandémie. Il a aussi profité de sa tribune pour critiquer les positions des chefs conservateurs et libéraux, Pierre Poilievre et Mark Carney, les accusant d'ignorer les intérêts du Québec, surtout en matière de culture, de langue, de gestion de l'offre et d'environnement. Les compressions budgétaires imposées au saisie 3S de la Montérégie-Est auront des répercussions majeures sur les services offerts à Saint-Hyacinthe et dans la région de Richelieu-Yamaska. 20 postes seront abolis dès le 22 mars, touchant à la fois des postes administratifs et cliniques. Parmi les services les plus affectés, on note la fermeture d'un service de pédopsychiatrie à l'hôpital Honoré-Mercier, où un projet permettant d'offrir 7 lits pour les jeunes de moins de 18 ans ne verra finalement jamais le jour. Les jeunes patients devront désormais se tourner vers Longueuil pour obtenir des soins spécialisés. Les syndicats dénoncent également la réduction du personnel au sein du service Accès Jeunesse, alors que plus de 650 jeunes sont en attente de services dans la région. Le saisie 3S de la Montérégie-Est assure que chaque employé touché sera accompagné pour un reclassement au sein du réseau. Mais les syndicats dénoncent une analyse bâclée qui aura des conséquences à long terme pour les usagers les plus vulnérables. Rappelons que ces compressions s'inscrivent dans un plan visant à économiser 61 millions de dollars d'ici le 31 mars 2025 afin d'atteindre l'équilibre budgétaire. Exo franchit une nouvelle étape pour rendre son réseau de transport plus accessible en offrant une nouvelle application favorisant la mobilité des personnes ayant une limitation visuelle. Cette technologie pourrait aussi bénéficier aux touristes, aux allophones et aux usagers occasionnels. Depuis le 5 mars, l'opérateur déploie le projet pilote NaviLens sur les lignes de train Mascouche et Mont-Saint-Hilaire, ainsi que dans les autobus du secteur Vallée du Richelieu. Déjà en place sur la ligne d'autobus 15 à Repentigny, l'application utilise des codes colorés semblables à des codes QR qui sont installés sur les véhicules et les gares. En les scannant avec NaviLens, les usagers reçoivent un guidage vocal en temps réel en 36 langues pour les aider à se repérer et à planifier leurs déplacements. Exo devient ainsi le premier réseau de transport au Canada à intégrer NaviLens sur les trains. Il est aussi le premier au Québec pour les services d'autobus. Ce projet pilote, qui se poursuivra jusqu'en juin 2026, permettra d'évaluer la valeur ajoutée pour les usagers en situation de handicap, mais aussi pour l'ensemble des passagers. Les clients sont d'ailleurs invités à tester NaviLens et à partager leurs commentaires pour aider Exo à bonifier l'expérience. Tous les détails sont disponibles sur le site exo.québec/NaviLens. Voilà, c'est ce qui complète votre tour d'horizon hebdomadaire de l'actualité dans la vallée du Richelieu. On se trouve présentement dans les bureaux du groupe Lobato pour une mise au point sur le fameux projet Océania qui va voir le jour dans quelques semaines seulement. On est avec M. José Lobato, président directeur général ici au groupe Lobato. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans vos locaux. Puis là, depuis tout à l'heure, on discute puis on voit qu'il y en a des projets là, dans votre moulin. Puis ça, vous êtes occupés, là. Ouais, on est occupé. C'est sûr qu'Océania, de ce temps-ci, c'est lui qui nous occupe le plus parce que les autres projets, c'est plus des projets, je dirais pas routiniers parce que c'est quand même des gros projets, là, mais qu'on est habitué de faire depuis 40 ans. Océania, c'est un projet spécial. Ça prend du temps à connaître, puis on a eu la pandémie, évidemment. On a appris à travers ça. Parce que c'est un projet qui a été annoncé autour de 2019. La pandémie a frappé, donc ça n'a pas avancé durant ce temps-là. Vous avez quand même rencontré quelques défis aussi à travers ça dont on va pouvoir reparler. Mais là, on est dans le positif, l'optimisme, parce qu'on est à quelques semaines seulement du grand dévoilement. En fait, on devrait tout avoir fini au niveau de la déco, puis etc., le bâtiment en tant que tel. On va avoir après ça à faire des tests pour voir si tout fonctionne comme il faut. Et ça va donner la date d'ouverture. Alors, on ne peut pas l'annoncer, en fait. C'est pas compliqué pour l'instant. On sait que ça va être vers la fin mars, début avril, là. Oui. Mais ça peut être à quelques jours près, etc., parce qu'on va avoir le départ de chaque machine et le départ de chaque bassin à tester. Oui. Quand vous dites des tests, c'est de tester
La qualité de l'eau, c'est quoi exactement les tests? C'est plus que ça. La qualité de l'eau, c'est une autre équipe. Là, c'est l'équipe qu'on a engagée maintenant pour gérer le projet qui vont l'avoir. C'est surtout si tout fonctionne là, tel que prévu. Je vous donne un exemple, on a une rivière à vagues. Ouais. Bien, il faut que les vagues ils se rendent jusqu'au bout. Il faut qu'elle fasse des vagues. Il faut que ça fasse des vagues. On a un surf double tel que d'autres qui existent déjà. Bien, il faut les tester. Là. C'est de l'eau, puis il peut y avoir des fuites, il peut y avoir, on ne sait pas à quoi s'attendre encore, là. En principe, ça ne devrait pas, mais et ça va nous donner la date exacte d'ouverture. Il faut que tout marche. Alors, la finition, par contre, je maintiens qu'on va le finir vers le fin mars. Wow! Donc, ça s'en vient. Est-ce que vous prévoyez un événement pour le dévoilement? À quoi ça va ressembler? Quand on va avoir fait des tests d'eau et des tests de réplication de chaleur, parce qu'on a aussi, on a mis on est écono comme parc, là, et puis on a même une récupération de chaleur qui se fait, puis qui est traitée à l'intérieur du parc. Fait que ça, il faut le tester aussi pour l'humidité du parc. Alors, c'est ça qui va nous donner, là, dire, OK, maintenant, dans 15 jours, tu vas pouvoir ouvrir, ou dans 10 jours, ou dans 16 jours. Alors, c'est ce qu'on va tester vers la fin du mois de mars. Wow! Et vous l'avez dit, vous êtes habitué à des projets résidentiels, commerciaux. Là, c'était tout nouveau, là. Un projet comme Océania, premièrement, il y en a seulement un autre en ce moment au Québec du côté de Valcartier. Donc là, ça va être le deuxième projet de ce genre-là, donc un parc aquatique intérieur. Mais c'est plus qu'un parc aquatique, là. C'est quoi les installations qu'on retrouve? Bien, sur notre projet, on a le parc aquatique intérieur, évidemment, mais on a aussi l'hôtel, on a une section récréo qui va avoir aussi au niveau du sport. Et on a du résidentiel qui sont mélangés à ça. Puis comme vous avez déjà pu le constater, on a une marina qui nous appartient aussi. Et on a la station de service, puis le dépanneur, etc., avec le Tim Hortons. Alors notre terrain est encadré là-dedans. Et il nous reste à faire quelques centaines de portes de résidentiel. OK. Donc, le projet de parc aquatique va être lancé. Vous allez continuer à travailler sur cette phase-là du projet là, par la suite. Donc, la priorité, parc aquatique, pour que les familles et les enfants puissent se divertir. Toute cette section-là, à partir de l'hôtel jusqu'à... Alors, maintenant, si on regarde nos bâtiments de façade, toute la partie qui s'en va vers la gauche, bien, tout va être fini. C'est là qu'on va recevoir nos gens. Puis, comme vous pouvez le voir aussi, le rond-point qui s'est fait, c'est tout en vertu de ce projet-là. Alors, il y a du stationnement aussi de l'autre côté. Nous autres, on a un certain nombre de stationnements qui sont là aussi. Alors, les autobus, ça, vont pouvoir se stationner. Alors, on veut partir cette section-là, puis après ça, se concentrer sur le résidentiel, qui est notre core business, en fait, si je peux employer l'anglicisme, là. Plus facile ou plus... on est plus à l'intégration. Oui, vous êtes plus à l'aise, pas avec ça, mais reste que vous avez sûrement fait beaucoup d'apprentissage, là, pas, à travers le projet qu'est Océania. Bien, oui, parce qu'on s'est bien impliqué, on a été très, très impliqués, puis on a posé beaucoup de questions et on a fait quelques changements à l'intérieur du parc pour que ça soit plus opérationnel pour nous autres après. Oui. Parce que c'est beau construire un bâtiment, et après ça, il faut qu'il soit opérationnel. Puis on a trouvé avec nos gens qui travaillent avec nous là, des choses à changer qui ont quand même... ça a pris des changements dans les plans, ça a pris des changements aussi. Donc, automatiquement, ça fait des délais. Puis là, on était en pleine pandémie, fait que les sous-traitants qui n'étaient pas déjà engagés, bien, c'est des nouveaux, tout le monde nouveau, il faut les trouver en pleine pandémie. Alors ça a occasionné un paquet de délais. Puis aujourd'hui, quelque chose de normal, vous demandez quelque chose à un ingénieur ou quelque chose à faire, ça va vous prendre un mois et demi. Puis de reprendre un demi, bien, c'est 3 mois, 4 mois, 5 mois, c'était démesuré. Ouais. Alors, on a vécu avec ça, puis on a fait quand même des changements qu'on jugeait nécessaires pour que nous, on apprécie notre parc. Oui. Puis, est-ce que c'est une branche que vous souhaitez explorer encore par le futur ou vous vous dites, regardez, on l'a fait une fois, on a appris de ça, ça va bien, ça va être un bel attrait touristique dans la région ici, mais c'est assez. Je pense que vous avez, par la question, vous donnez la réponse. Non, moi, personnellement, j'en ferai pas d'autres, là. Ouais. Ben, mais ce qui n'empêche pas que la dernière année ou les 2 dernières années, des gens qui ont des possibilités de faire des parcs,
ils nous ont quand même contactés, ils nous ont quand même demandé nos conseils, puis etc. Puis ça fait que quand même, on a pris une certaine expertise, parce qu'on l'a eu à la dure, là. Ça fait que, oui, il y en a d'autres qui vont se faire, mais ça sera pas moi qui va les faire. Oui. Et le groupe Le Bateau, donc, est propriétaire majoritaire là, de ce terrain-là et de ce projet-là. Mais au quotidien, comment ça va être géré? Vous avez des employés qui vont être sur place? Vous collaborez? Nous, on a engagé une compagnie spécialisée qui ont des lifeguards, qui gèrent déjà qui ont géré la ronde, puis ils gèrent des piscines intérieures, des parcs extérieurs l'été, des camps de jour, etc. On a engagé cette compagnie-là pour gérer notre quotidien du parc. C'est sûr je pense qu'on va avoir à peu près entre 100 et 150 employés, là, dépendamment comment ça va. Ouais. Alors, c'est eux autres qui les engagent, c'est eux autres qui gèrent, mais à notre nom. Alors, c'est des employés qui vont nous appartenir quand même au niveau du parc. Oui, mais vous avez nommé camp de jour, c'est quand même l'endroit idéal pour des sorties de camp de jour, là. Je pense que même l'année passée et l'année d'avant, quand on était en construction, on a eu des appels d'à peu près toutes les villes du coin, là, puis les commissions scolaires, etc. Fait que nous, on est bien confiants sur c'est d'ouvrir, là, qui est, je pense, le problème principal. Là. Et puis là, on est à la porte. On est vraiment à la porte de le faire. Alors, nos gens qu'on a engagés, les premiers qu'on a engagés, bien, c'est des gens qui s'occupent déjà de cette relation-là avec l'extérieur. Oui, parce que c'est certain que dans la région ici, les gens le savent. C'est un projet là, qui est là depuis longtemps. Ils savent que ça s'en vient. Comment est-ce que vous allez faire connaître ce projet-là aussi, par exemple, à la région de Montréal puis aux autres régions? Parce que ça va vraiment devenir un attrait touristique, là. Les gens vont partir un samedi matin, ils vont dire « OK, on amène les enfants à Océania. » Bien, nous, on a une étude de marché qui nous donne vraiment c'est où qu'on a besoin de se concentrer. Puis l'équipe qu'on a engagée, on a engagé un spécialiste aussi qui va s'occuper. Puis Léopold Satteberry, qui est mon adjoint, là, mon bras droit, bien, il est spécialisé là-dedans aussi au niveau du marketing. C'est lui qui s'occupe de toutes mes ventes dans tous mes projets. Et on va suivre ça. Alors, mais nous, notre étude de marché, en fait, elle vient de 3/4 d'heure de route. On a Drummondville, puis on a l'autre, à peu près au milieu de Montréal. Ça nous donne une population à 3/4 d'heure de route de 4,2 millions d'habitants. Alors, si Valcartier marche à la distance qu'il est, avec 1,2 million d'habitants autour, je croirais qu'on est un petit peu avantagé au niveau de la position du parc. On est le long de la 20, le bord de l'eau. Puis c'est un projet différent de celui de Valcartier, mais quand même, si on était pour les comparer au niveau de l'expérience... je dirais qu'à l'intérieur, on est pas mal... il y a pas mal les mêmes éléments qui sont à l'intérieur du parc. Eux autres, c'est ce qu'ils ont un parc extérieur. L'hiver, ils ont l'hôtel de glace. Alors, c'est une destination, eux autres, alors que nous, on va être local pas mal, dans le sens qu'on a du monde local. On a beaucoup de monde local, puis ça va aider les gens, quand ils se baignent ou n'importe quoi, ils vont passer à aller au parc, là, c'est sûr. Ben oui. Au lieu de faire 2h30 de route pour aller à Valcartier, on va venir à Belleuil. Je prends les écoles, donc je suis sur une fondation d'une école, et puis il faut qu'ils planifient les déplacements. L'autobus le matin, l'autobus le soir pour venir, les heures, c'est pas les mêmes, etc. Alors que nous, bien, ça va se faire dans la journée, là. Alors, on a un avantage. Mais par contre, ils sont bien différents, à Valcartier, si on parle de Valcartier, là, ils ont leurs objectifs différents, leur façon de faire différente. Là. Ils ont quand même beaucoup d'attraits, là, où est-ce qu'ils sont. Mais c'est un voyage de destination. Nous, ça va être un voyage vraiment facile à tous les jours. Puis, on est dans la population, on est dans le milieu de plein de populations. Puis, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'autre part qui se parle autour. Oui, c'est ça. Est-ce que vous savez approximativement, c'est quoi la capacité d'accueil? Combien de gens vont pouvoir être sur le site? 1000 personnes. OK. Donc, puis, on a, au niveau des codes de construction, au niveau des codes d'achalandage, on a 1000 personnes autorisées. OK. Puis, au niveau de l'hôtel, il y a combien de chambres? L'hôtel a 100 chambres. OK. Avec 7 suites. Et, ça devrait ouvrir, je dirais, comme un mois après. Oui. Puis l'hôtel, à qui vous vous adressez? Est-ce que c'est une clientèle plus corporative ou... Bien, l'hôtel a été fait en fonction de
Ben, c'est un passage qui est à transfert, là, qui va être Ouais. terminé aussi pour la fin du mois. C'est fait pour que les gens viennent rester là, puis aillent au parc, puis évidemment pour toutes sortes d'autres affaires. Parce qu'à Belleuil, il nous reste un hôtel qui est la rive gauche, et puis après ça, ça va être nous autres. Et il y a des tournois de hockey, il y a des tournois de il y a plein d'affaires qui tournent autour de Belleuil quand même, puis Ouais. qui n'ont pas de service en ce moment, là. On va rester à l'affût de l'avancement de ce projet-là. Je pense qu'on a hâte, comme tout le monde, comme vous, peut-être un peu moins que vous, là, mais on a hâte que ce projet-là voit le jour puis de découvrir Océania. Merci, M. Lobato, de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci à vous. On reçoit en studio Mme Suzy Auclair, qui est compositrice en guitare classique. Bonjour, Suzy. Bonjour. Vous avez fait un tabac le 23 février dernier lors de votre dernier spectacle. Comment ça s'est passé, ce spectacle-là? Mais en fait, c'était à la Maison de la musique de Sorel-Tracy. C'était la première, en première mondiale, l'intégrale de mes œuvres pour guitare classique solo, qui était présentée devant le public par 4 guitaristes de renom, donc Adam Ciccioliti, Tariq Arb, Martin Véro et Chris Habib. Et moi, j'expliquais au public ma démarche artistique. La salle était comble, C'est une ça. belle journée. On avait beaucoup d'œuvres qui étaient créées à ce moment-là, qui étaient jouées pour la première fois sur scène. Donc, des œuvres pour lesquelles j'ai remporté certains prix internationaux, d'autres œuvres qui n'avaient jamais été entendues du tout. Et c'était vraiment créé à ce moment-là, lors de cet événement-là. Parce qu'il y a une démarche particulière derrière vos œuvres. Si on revient, le 28 février dernier, c'était la Journée mondiale des maladies orphelines. Vous, en 2020, vous avez eu la nouvelle que vous aviez une maladie dégénérative. Comment vous avez vécu ça? En 2019, oui. Ben, en fait, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas OK. parce que j'étais quand même plusieurs décennies en errance médicale pour finalement Qu'est-ce qu'on apprendre. veut dire par errance médicale? C'est qu'ils savent pas qu'est-ce que tu as. OK. Donc, souvent, dans le cas des maladies rares et orphelines, il y a beaucoup d'années d'errance médicale. Souvent aussi, on n'est pas pris au sérieux. Les médecins n'ont pas nécessairement les connaissances. Donc, les gens, à ce moment-là, vont être vraiment exclus. Les traitements ne seront pas appropriés parce qu'on ne sait pas ce qu'on a. Donc, on va soit nous empirer notre situation. Donc, en plus d'être malade, de ouais, vivre des symptômes, on peut c'est avoir des difficultés un peu psychologiques. Ah, ben, peut-être pour certains. Moi, j'étais quand même très forte psychologiquement Ouais. là-dedans. En 2019, on m'a donné le diagnostic d'une maladie très rare du tissu conjonctif qui s'appelle le syndrome d'Ehlers-Danlos, qui crée une extrême fragilité de tout mon corps. Donc, c'est pour ça que j'étais toujours avec des blessures. Ça atteint aussi les organes parce qu'en fait, 80% du corps humain est constitué de tissu conjonctif. Donc, quand il y a un problème, c'est toute la solidité de notre corps, toute la structure, tout le maintien du corps qui est atteint. Donc, je peux me faire des dislocations, luxations, tendinites, bursites, des déchirures, tout ça spontanément et de façon régulière. C'est pour ça que je suis arrivée tantôt avec mon corset, mon collet, et je l'ai enlevé juste pour l'entrevue. Mais tout de suite après l'entrevue, je vais tout remettre pour tout tenir mon corps en place. Merci Ouais. de faire ça pour nous. Vous avez commencé à jouer de la guitare à un jeune âge. Oui, à l'âge de 9 Qu'est-ce ans. que ça a eu comme impact, ce diagnostic-là, sur votre carrière? Bien, c'est sûr que quand on est plus jeune, la maladie c'est plus vivable, on va dire, là, puis ça dégénère avec l'âge. Donc, quand j'étais jeune, ça allait vraiment bien. Bon, j'ai fait beaucoup de tournées, de concerts. Même à l'âge de 12 ans, j'ai joué avec 13 ans, j'ai joué avec l'Orchestre symphonique de Québec. J'ai fait des concerts ici, en France. J'ai eu mon groupe Amalgama, qui a eu beaucoup de succès. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, ben, j'ai dû arrêter les concerts, là, les tournées, parce que j'y arrivais plus. C'était trop dur physiquement. Puis ensuite, ben, moi, j'enseignais. En 2021, j'ai dû arrêter d'enseigner. Ensuite, bien, c'est un impact sur tout. En fait, j'étais plus capable du tout de jouer de guitare parce que la guitare, ça demande beaucoup de force musculaire. J'ai très peu de force et d'endurance musculaire et je me blesse énormément. Donc là, les médecins m'ont dit, fais un deuil de ta carrière. Mais moi, à ce moment-là, j'étais en réadaptation, dans un centre de réadaptation pendant 1 an et demi. Et je dis, c'est impossible parce que la guitare, ça fait partie de moi, c'est mon identité. Est-ce qu'il y a eu Ça fait un trop instant longtemps. où vous avez douté que vous allez être capable de continuer? Oui, parce ben, en fait, je doute tout le temps puisque je ne suis plus capable maintenant. Mais disons, j'ai continué à composer en trouvant des solutions. On a mis en place des orthèses, certaines orthèses particulières, des corsets, des tapings. Mais peu importe ce que je fais, je finis toujours par me blesser quand même. Donc, c'est devenu vraiment compliqué pour moi. Donc,
commencé à composer plus dans ma tête, essayer d'élaborer de plus en plus mon processus de composition dans ma tête, imaginer toutes les harmonies, les mélodies, les contre-chants, etc. Puis là, ensuite, quand j'avais une bonne idée de la structure mélodique et harmonique de mon œuvre, ben là, je prends la guitare, puis là, je le laissais sur l'instrument. Donc, c'est ça, il a fallu que je m'adapte. Et vous avez su aussi vous entourer, dont votre conjoint, M. Martin Véraud, je pense qu'il vous aide à un peu extensionner, il vous aide avec ses bras, lui, à jouer les morceaux que vous imaginez, comme les autres membres de votre équipe musicale. C'est ça, c'est que, en fait, pour tout ce qui est les partitions, Martin doit les faire à l'ordinateur parce que moi, on s'entend que l'ordinateur, c'est terrible pour moi, c'est très répétitif, donc je me blesse énormément. Et puis, quand, mettons, j'ai une dislocation d'épaule, ce qui arrive assez régulièrement, puis que je dois vraiment finir de composer une pièce, bien souvent, Martin va prendre l'instrument, je vais lui chanter les notes, il va m'aider, c'est ça que tu entends, puis on va terminer ça comme ça. Puis oui, j'ai dû aussi faire le deuil de jouer mes propres compositions en concert et c'est pour ça que j'ai trouvé des guitaristes qui font les interprétations de mes œuvres en concert. Donc, c'est comme ça que ça se passe au concert. Vous avez plusieurs guitaristes que vous avez choisis. Oui. Minutieusement. Qui jouent à tour de rôle, oui. OK. Comment vous avez fait pour les choisir, ces personnes-là? Bien, en fait, c'était des musiciens que je connaissais déjà. Puis, bien, Tariq Arb, c'est un gars qui fait de la tournée internationale, très réputé. Chris Habib, il est plus jeune, mais un musicien extrêmement talentueux. Martin Véraud, bien, comme c'est mon mari, puis qu'on travaille beaucoup ensemble, il est très bien placé pour comprendre toute ma sensibilité dans mon processus créatif. Ensuite, on a Dan Cicciletti qui était là, qui est très réputé aussi au Canada, mais là, qui est remplacé par Carl Marino, qui, lui, est un compositeur, puis aussi, il joue aussi avec l'OSM et tout ça. Pour mettre les gens en contexte, on va aller écouter un bref extrait. Parfait. Donc, on revient dans le futur. Vous avez des projets qui sont à nos portes, dont le 5 avril, un nouveau concert qui sera à l'église de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Oui, donc pour ceux qui ont manqué l'intégrale, on le représente à nouveau le 5 avril prochain à l'église à Saint-Antoine-sur-Richelieu à 14 h. Donc, moi, je vais être présente. Je vais expliquer au public plus en détail ma démarche artistique, tous les combats, parce que là, on en a parlé brièvement, mais je l'explique un peu plus en détail. Et pour chacune de mes œuvres, j'explique un petit peu l'inspiration, comment ça s'est passé, etc. Puis, les 4 musiciens à tour de rôle interprètent les œuvres. Donc, c'est un concert avec entracte qui va durer environ, je dirais, 2 heures. Puis, c'est ça, les billets sont en vente sur... Sur votre site Internet? Bien, sur mon site Internet, on a le lien, mais les billets sont en vente sur oui. Pointdevente.com. Oui, c'est ça, exactement. Et sur votre site, suzyauclair.com. Et vous avez également une plateforme GoFundMe pour vous aider à faire un vidéoclip? Oui, c'est ça. C'est qu'on a eu une bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec pour que je compose d'autres œuvres et aussi qu'on réalise un documentaire scénique parce que lorsque je ne peux pas me déplacer quand c'est des régions trop éloignées ou si on veut aller dans d'autres pays ou ailleurs au Canada, je ne pourrais pas suivre les musiciens en tournée. C'est trop exigeant. Je me blesserais trop et ce serait trop exigeant pour ma condition médicale. Donc, on veut faire un documentaire scénique qui peut être présenté donc sur écran géant sur scène et puis aussi une vidéoclip d'une de mes œuvres. Donc, on a un GoFundMe. Les détails c'est sur mon site Internet pour pouvoir permettre de réaliser ça. On va mettre votre site Internet en bas à l'écran. Donc, tous ceux qui sont intéressés peuvent aller le visiter.
Merci beaucoup, Suzy Auclair. Je rappelle, vous êtes compositrice guitare classique. Votre parcours est inspirant et j'invite tous les gens à la maison à venir vous voir en spectacle. Mais ça me fait plaisir. Merci. On se trouve à la clinique d'impôt de Belleuil, située en plein cœur du vieux Belleuil, avec M. Simard, qui est coordonnateur. Bonjour, M. Simard. Bonjour. Comment ça se passe cette année, la clinique d'impôt? Ici, ça se passe très bien. Là. Nous autres, c'est notre départ, c'est le début de la saison d'impôt. Et puis, tous nos rendez-vous ont été produits électroniquement. OK. Puis ça va bien, là. Tout se passe assez bien, là. On m'a dit qu'il y avait beaucoup d'achalandage hier. Ouais, On est dans ouais. quel local, au juste ici? Ici, c'est au 20 Saint-Jean-Baptiste de Belleuil. Le local, ici, c'est l'entrée pour l'accueil. Et puis, nous autres, on a 3 postes de travail, 3 postes dédiés aux rédacteurs d'impôts. Eux, c'est ça. Ils reçoivent les rendez-vous. OK? Ils produisent les rapports. Ça se fait entre 30 et 45 minutes. OK. Les rapports se forment puis ils sont soumis électroniquement. Les gens partent avec un petit résumé dans une enveloppe et puis leur rapport est soumis au gouvernement puis c'est pour jusqu'à l'année prochaine. Vous êtes rendu à combien de personnes cette année jusqu'à maintenant? Cette année, là, c'est la 3e journée. Ça devrait être à peu près 75, là. OK. Je dis ça de même, là, peut-être davantage. Là, mais Et vous, ça fait combien de temps que vous faites ça, être bénévole ici? être bénévole, moi, ça fait 5 ans. OK? Et puis, les 3 dernières années, c'est moi qui est coordonnateur, qui est devenu le coordonnateur de la clinique d'impôt de Belleuil. Et puis, c'est ça, c'est depuis qu'on est ici, à ce local ici. Auparavant, on était sur la rue Hubert, puis on avait une grande salle, il y avait 4 postes. Mais là, présentement, c'est ça, on fonctionne avec 3 postes. Et puis, on tient le beat parce qu'on est capable d'aller chercher au-delà de 900 rapports par année. Puis, on vise le 1000 cette année. Puis, d'après moi, il va être atteignable avec les cliniques externes qu'on offre cette année. Puis avec le rayonnement qu'on essaie de faire pour expliquer aux gens que c'est important de venir vous voir quand on en a Oui, besoin. oui. Là, aujourd'hui, peut-être pourriez-vous nous Absolument. faire un tour. Ça ressemble à quoi le parcours d'une personne qui a besoin de la clinique d'impôt par Absolument. rapport à l'accueil, qui on OK. rencontre? Ben, Qu'est-ce que c'est vous ça. en dites? Oui, On vous suit. exactement. Le parcours d'une personne qui rentre ici, comment ça se passe? C'est ça. La personne en rentrant, s'adresse à l'accueil. La personne, fait qu'on suit la liste des rendez-vous. Ça prend les documents. Ça prend les documents. Ça prend aussi, on demande une contribution volontaire de 10 $. Et puis, la personne à l'accueil vérifie et pointe les rendez-vous. Une fois que c'est rempli, c'est accepté, bien là, la personne, on peut aller... On va aller voir, je crois que c'est Jacqueline, c'est ça? Jacqueline. Bonjour, madame. Marc-Antoine. Prendre votre 10 $. Je vous fais un reçu. Je vais vous remettre votre reçu. Merci, c'est Et gentil. ensuite, vous allez rencontrer le bénévole pour faire votre rapport d'impôt. Merci. Vous, ça fait combien de temps que vous faites ça Ça ici? fait une dizaine d'années. Bien, avec les Chevaliers de Colomb, ça fait 7 ans. Mais avant, je le faisais. Je pense que c'était la Chambre de commerce qui s'en occupait. Ça prend un bon niveau d'organisation. Je vois que vous avez une liste avec beaucoup de noms. Oui. Est-ce que les gens sont assidus dans leur rendez-vous? Oui, puis la majorité arrive un peu plus tôt même. Oui, Ah ouais, plutôt. oui. Ils sont... Ils ont hâte de C'est faire ça, le ils ont rapport hâte. d'impôt. Oui. Ils ont hâte de vous voir, je pense. Ah, c'est ça. OK. Une fois qu'on a donné notre nom, on attend la personne qui va nous rencontrer, c'est ça? C'est ça. Puis là, vous allez rencontrer Robert, qui est dans le bureau du fond, qui va faire votre rapport d'impôt. Parfait. Je m'assois et j'attends. Non, vous attendez, oui, mais aussitôt qu'il est disponible, je vais aller le chercher. OK, parfait, on attend. Marc-Antoine. On attend une petite minute. Bonjour, monsieur. Ici, c'est le rédacteur en place pour produire votre rapport d'impôt. C'est ça. Nous autres, on cédule les rendez-vous à toutes les demi-heures, mais les personnes, les rédacteurs produisent le rapport d'impôt entre 30 et 45 minutes. Il y en a qui le font plus tôt que ça, là, mais 30-45 minutes, c'est quand même acceptable. Et puis, la personne, au bout de 30 minutes, part avec son enveloppe et puis, avec le résumé de son rapport, ça a été soumis
Tout a été envoyé au gouvernement, aux 2 paliers. Et puis, c'est ça, là, c'est à l'année prochaine, ben non, à son avis de cotisation. Elle va recevoir son avis un avis de cotisation ou un avis de détermination. Et puis, ils vont réagir à ça. Si c'est exactement comme que nous autres, on l'a estimé sur son rapport, ou bien il y a des ajustements à faire ou quelque chose comme ça. Il y a des redressements. Parce que les gens attendent sur cet argent-là pour faire des choses dans leur vie. Des fois, comme on disait, une personne qui a besoin de réparer sa voiture ou quelque chose, ça doit être gratifiant pour vous de voir que votre travail a des répercussions sur la vie réelle des gens. Exactement. Les bénévoles, eux autres, ils offrent leur temps et puis ils se revalorisent au travers de la satisfaction des gens. S'il y a un bon sourire, c'est parce que la job est faite, puis le salaire est c'est ça la paye. Oui, c'est ça la paye. OK. Exactement. Bon, on pourrait retrouver notre ami, c'est Robert? Daniel, pardon. Daniel, qui va nous montrer un peu quel genre de questions on pose aux gens. C'est possible? Oui, absolument. Écoutez, habituellement, ce qu'on demande aux gens, c'est évidemment de pouvoir s'identifier. Et ce qui est très important, c'est qu'ils puissent nous déposer les principaux relevés qui vont recevoir des différents niveaux de gouvernement. T4. Oui, éventuellement pour les gens à l'emploi ou pour les gens à la retraite, les T4 OAS, T4 AP, là, donc la Régie des rentes du Québec ou la pension de la sécurité de la vieillesse. Et évidemment, plus les gens ont des indications précises sur tout ce qui touche, par exemple, les frais de médicaments, c'est quelque chose que l'on voit très, très régulièrement. Et plus les gens avancent en âge, il est important d'avoir les preuves de toutes les dépenses qu'ils vont faire, par exemple, pour le maintien à domicile, ou de plus en plus maintenant, on voit ça concernant les aidants naturels. OK. Donc, de plus en plus, c'est une réalité. Des enfants ou même des gens qui ne sont pas apparentés vont supporter des personnes qui vieillissent. Il y a des crédits d'impôt disponibles, donc lorsque les gens ont les informations, on essaie de les orienter le mieux possible pour qu'ils puissent bénéficier de ces crédits d'impôt-là. Non, comme on disait, ça fait une différence dans la vie des gens. Puis après ça, on sort d'ici avec une enveloppe comme ça, vous dites. Oui, dans le fond, on imprime, on achemine de façon électronique. Idéalement, c'est la pratique. Il y a certains cas, malheureusement, on est obligé de les imprimer encore, mais on les achemine de façon électronique et on leur produit une copie de leur déclaration fédérale et provinciale. Et donc, les gens partent en sachant ce qui est attendu de remboursement, que ce soit du fédéral ou du gouvernement du Québec, les crédits pour la TPS, TVQ et le crédit de solidarité du Québec. Évidemment, là, tout dépend des cas. Il y a des familles, il y a d'autres éléments d'information. Mais habituellement, les gens partent d'ici avec une idée assez précise de ce qu'ils vont avoir comme retour d'impôt ou crédit pour la TPS, par exemple, qui est très pratique, crédit de solidarité aussi. Mais de là à le planifier pour des réparations d'automobiles, quelque chose comme ça, là, tu sais, c'est ça. C'est des remboursements que le rapport d'impôt va nous dicter. Et puis, il se peut que ça soit un remboursement assez considérable ou assez... ou bien ça va être juste le strict minimum. Là, parce que nous autres, notre clientèle ici, c'est plus les revenus modestes. Mm-hmm. Fait que c'est bien souvent, comme Daniel disait, c'est les pensions de vieillesse, les RRQ, les feuillets qui sont après la retraite, à la retraite. Là. Fait que c'est... Possiblement, tu sais, que le rapport peut se produire dans 30 minutes, mais possiblement aussi, il peut y avoir d'autres feuillets, tu sais, qui vont nous demander plus de travail un petit peu, là, tu sais, là, plus de... Parce qu'il y a beaucoup de conditions, là. La loi de l'impôt, là, c'est une bonne brique, là, tu sais, puis tu peux pas tout connaître. Non, puis mais on est quand même bien formés, tu sais, on a eu une formation cette année avec notre collègue Jean-Louis, puis ça a été bénéfique, là, tu sais, là, puis les gens les bénévoles, nous autres, là, les rédacteurs, on a bien apprécié, tu sais, c'est comme une mise à niveau, tu sais, de nos expertises, là-dessus. Fait que, les gens ont jusqu'à quelle date pour venir vous voir? Jusqu'au 30 avril. OK. Et puis, s'il y a des suivis, bien, ça va être à l'occasion. Là. On va avoir un suivi à faire par la suite. Mais
bien tel quel, là, c'est les 2 mois, le mois de mars et le mois d'avril. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup, M. Simard. Je rappelle, vous êtes le coordonnateur, vous êtes un bénévole ici. Je suis certain que vous aidez beaucoup de gens, puis on vous remercie de faire ça, puis d'apporter un peu de quiétude là, aux gens qui s'inquiètent de leur situation financière. Absolument. Merci. Merci. Ce soir, nous allons vous présenter le programme Visé, dans le cadre duquel la CCIVRR a collaboré avec TVR9 pour la création d'une nouvelle émission de télévision. C'est donc avec un grand sentiment de fierté que je vous présente la toute nouvelle émission Visé juste. Mais avant d'aller plus loin, j'inviterai la mairesse de la ville d'Otterburn Park. J'aimerais donc, Mélanie, te laisser la parole, nous dire quelques mots, tout simplement. Bien, bonsoir tout le monde. Encore une fois, bienvenue à Otterburn Park. Là. Je suis toujours contente de recevoir la Chambre de commerce. Il y a beaucoup d'organismes là, ici là, qui passent par Otterburn Park. On est toujours super contents de ça. Donc, bienvenue tout le monde. Bien, ce soir, on va se faire présenter un beau projet qui regarde les enjeux de main-d'œuvre. Donc, les enjeux de main-d'œuvre, un enjeu parmi d'autres, on pourrait nommer. Je pense qu'à travers les différentes années, les entrepreneurs, les organismes, les OBNL, les organisations là, de toutes sortes, là, on a fait face à beaucoup d'enjeux. Je pense qu'on va en connaître également là, dans les prochaines années. J'en profite dans le fond là, pour saluer votre résilience là, par rapport à tout ça. Et puis, votre créativité également. Puis, je pense qu'il y en a une bonne dose ici de créativité ce soir là, avec ce programme-là. Donc, félicitations là, pour tout ça. Là. Merci beaucoup d'être là. Alors maintenant, c'est le temps de vous donner un peu plus de détails sur l'émission Visez juste. Chaque épisode est associé à l'un des 6 secteurs de compétences du programme. Dans l'émission, divisée en 2 segments. Le premier segment, j'échange avec un entrepreneur de la région dont l'entreprise correspond au secteur d'activité ciblé. Puis, je m'entretiens avec un conseiller sectoriel spécialiste du secteur mis en lumière comme moi, Madou, avec qui j'ai tourné vendredi dernier à Montréal. Donc, le tout entrecoupé par une capsule informative sur le programme Visé avec Véronique Proulx, PDG de la FCCQ, et Michel Leblanc, président et chef de la direction de la CCMM. Donc, on accueillait, entre autres, de Mers Ambulance, on accueillait également Soya Excel parmi nos entreprises d'ici, là où, en fait, les extraits qu'on vous a montrés, mais on a plein d'entreprises formidables, des entrepreneurs d'ici qui ont participé et qui sont ici avec nous ce soir, et des gens de la CCMM et de la FCCQ également, qui agissent à titre d'experts, on peut dire, pour le programme Visé. Donc, voilà, je veux remercier les entreprises, d'ailleurs, qui ont accepté notre invitation. Denis Fortier d'Alias Click, merci beaucoup. Mathieu Lantier également, de Starwoods Design et Ébénisterie. Merci d'être là également avec nous ce soir. Sylvain, Slide, Relais, High Five, Agence créative, n'a pas pu être avec nous malheureusement ce soir. Comme je disais, Demers, manufacturier d'ambulance, représenté ce soir par 2 membres de leur équipe que j'ai salué tout à l'heure. Oui, merci beaucoup d'être là, vraiment. Très apprécié, Soya Excel et Biosun Solutions. Alors, dès la semaine du 17 mars, vous en apprendrez plus sur les entreprises invitées et sur les 6 thèmes ciblés dans le cadre de l'émission Visez juste, diffusée sur les ondes de TVR9, de MaTV, un peu partout au Québec, à travers le Grand Montréal. Et en terminant, j'aimerais remercier les précieux collaborateurs qui ont contribué au projet. Les diffusions Pointe-Valène, magnifique salle où on a fait les tournages quand on était dans la région ici, et également où on se trouve aujourd'hui. La FCCQ pour le second lieu de tournage dans leur magnifique espace des régions à Montréal, vraiment un lieu qu'on a trouvé à la toute dernière minute et ça a été tellement beau. Je pense que ça a donné un petit oomph de plus encore à notre série. Caméléon Productions, merci François Forget, je ne le vois pas, mais il était censé être là. TVR9, merci Stéphane Parent, ton équipe également, toujours tellement professionnelle. L'agence Couve, Karine Toussaint, ainsi que les fournisseurs avec qui on collabore ce soir, soit à l'art traiteur pour les délicieuses bouchées qui vont vous être servies sous peu, et Abigail Bébé Photo, Abby. Tu es où? Je ne sais plus. Ah, bonjour. Merci pour les photos de ce soir. C'est une de nos talentueuses photographes dans la région. Cette semaine, la Maison des jeunes des 4 fenêtres est venue nous rendre visite ici en studio dans le cadre de leur semaine de relâche. On retrouve 3 jeunes de la maison
qui viennent nous expliquer leur expérience à la MDJ et c'est leur première expérience devant la caméra. Salut, moi c'est Eve et je suis animatrice intervenante à la Maison des jeunes des Quatre Fenêtres. Je suis ici avec Marguerite et Aurélie, deux jeunes qui ont accepté de venir nous parler de qu'est-ce que c'est la MDJ pour eux. Donc la première question que j'ai pour vous, les filles, c'est quoi les raisons qui vous ont poussé à venir à la MDJ? Ben moi, je continue à y aller à cause que je me suis fait plusieurs amis, dont Aurélie. Puis il y a plusieurs activités très le fun et intéressantes qu'on fait quasiment à tous les jours. Ben, moi, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Puis, Marguerite. Puis, comme les activités sont intéressantes à faire. Comme, je m'attendais pas à être ici aujourd'hui comme activité. Puis, ouais, tu t'attendais pas à être filmée, toi, cet après-midi, là. Toi, est-ce que tu t'y attendais? Moi, j'étais prête. OK, toi aussi, là. Toi, tu voulais être devant les caméras, puis... Moi, j'étais là-bas, puis je le savais pas encore. Toi, t'es juste arrivé ici, sur un plateau de tournage, écoute. Ouais. À chacun sa journée. Comment vous avez découvert la Maison des jeunes? Moi, c'était l'année passée, en fin d'année d'école. J'avais plusieurs amis qui aimaient beaucoup aller à la Maison des jeunes à cause qu'ils étaient juste en arrière de mon école, qui était l'école de l'aquarelle à Saint-Hilaire. Ils m'en avaient souvent parlé. Et à cause de ça, j'ai commencé à y aller. Puis moi, ça faisait longtemps que j'entendais parler de la boue. Puis la veille que ça recommence, je suis allée. Puis, j'ai vu que ça existait, fait que je suis allée à la Maison des jeunes. Puis je me suis fait plein d'amis. Ouais. Puis, y a-t-il un événement qui a fait en sorte que tu as eu envie de passer de la boum à la Maison des jeunes? Parce que ça reste quand même vraiment une ambiance différente. Quand j'étais allée à la ronde, il y avait plein de jeunes. Puis je suis devenue amie avec quasiment tous les jeunes qui étaient là-bas. Ouais. C'est vraiment cool. En plus, on avait comme 32 jeunes à la ronde. Fait que tu t'es fait comme 32 amis dans une journée. Ben, pas toutes, là, mais... Ensuite, qu'est-ce que la MDJ a changé dans ta vie? Moi, avant d'aller à la MDJ, je restais toujours enfermée dans ma chambre. Je faisais pas rien de mes journées. Je parlais à personne. Mais là, depuis que je vais à la Maison des jeunes, j'ai plein d'amis. Je m'en vais à la Maison des jeunes. Je bouge à la place de juste rester enfermée dans ma chambre. C'est cool, fait que ça te fait du bien, ça te permet de bouger, de passer du temps avec tes amis. Puis toi? Puis moi, avant, je me fâchais vraiment facilement. Puis comme là, je peux vous parler. Fait que ça me donne de l'espace un peu. Fait que je me fâche moins rapidement, là. OK. Ça te permet de gérer tes émotions. Le fait d'en parler à quelqu'un, ça reste pas dans toi. Puis cool. Puis, qu'est-ce que ça représente pour toi, la Maison des jeunes? Pour moi, ça représente un endroit où que je peux parler de mes émotions, être moi-même. Puis, pour moi, c'est un endroit calme. Pas tout le temps, parce que souvent, il y a des jeunes qui niaisent un peu, mais pas dans le sens qu'ils font des blagues, comme ils sont drôles. Puis quand quelqu'un est drôle, tout le monde embarque. Fait que ça fait que c'est drôle. C'est cool, en fait. Ouais. Cool. C'est pas mal ce qui conclut notre entrevue. Merci beaucoup, les filles, d'avoir participé. Puis, vous pouvez venir nous voir si ça vous tente de faire des belles activités, puis de rencontrer Marguerite et Aurélie au 1060 rue Saint-Joseph à Belleuil ou au 100 rue Michel à Mont-Saint-Hilaire. Salut, moi je suis avec Félix en ce moment. C'est notre représentant des jeunes de la Maison des jeunes de Belleuil. Donc, Félix, j'aurais quelques questions pour toi. Premièrement, c'est quoi ton rôle en tant que représentant des jeunes? Qu'est-ce que tu fais? Moi, en fait, ce que je fais, c'est que j'écoute les jeunes. S'ils donnent des idées, ils peuvent, des idées d'activités, ils peuvent soit me le dire à moi, puis je passe le message aux animes, puis même à la gestion. Puis d'autres, puis quand il y a des idées, je les donne, puis quand il y a les assemblées... Quand il va y avoir des assemblées, je donne les idées, je raconte un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, je suis un peu l'intermédiaire entre les jeunes puis la gestion de la Maison des jeunes puis de comment on fait ça. C'est à peu près ça mon rôle, là, plus ou moins. OK. Puis est-ce que tu sens que ce que tu apportes, que tu proposes est écouté? Ouais, quand même, parce que à part des activités
qu'on donne, ça se réalise. Genre, il y a plusieurs activités. Comme la ronde cet été, c'était surtout qu'on voulait le refaire parce qu'on l'avait fait il y a quelques années. Là. Fait que c'était moi puis d'autres jeunes qui étaient là. On est genre, hey, ça serait cool si on refasse la ronde. Donc, on a fait ça, puis c'était bien. Puis il y a d'autres projets que moi puis d'autres jeunes, on a donné que on est en train genre, de juste figure out genre, comment ça se passerait. Fait que c'est ça. Fait que... Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir représentant des jeunes? C'était surtout que je connaissais vraiment bien les jeunes. Genre, surtout pendant l'été, je venais presque à chaque jour que je pouvais, puis je leur parlais, puis tout. Puis je sentais que je serais assez capable de les écouter, puis ça me tentait d'essayer de quelque chose de nouveau. Donc, je me suis présenté, puis c'est ça, fait que j'ai eu le rôle. Yes. Puis, ça fait combien de temps que tu viens à la MDJ? La première fois que je suis venu, c'était été 2022, donc ça va faire 2 ans et demi à peu près. Là. Quand même. Ouais, Wow. ça fait un bout. Ça fait un bon Donc, bout. j'ai pas mal grandi depuis, mais Ouais. fait que ouais, c'est à peu près ça. Là. Nomme-moi ton activité préférée qui a été faite à la Maison des jeunes. Activité préférée. Ce serait soit entre quand on est allé à la ronde cet été, c'était vraiment le fun de voir autant de monde à la Maison des jeunes. Puis on est tous anti-groupe, puis c'était vraiment une belle journée. Puis sinon, une activité vraiment le fun, c'était fin de l'été ou genre premier été que je suis venu, on est allé faire du karting. Puis genre, on était une gang de 12, puis on était là pendant presque une après-midi. Là. C'était vraiment le fun. Fait que ça, c'était aussi une des premières activités que j'ai participé. Parce que je venais plus ou moins, puis j'ai vu ça, puis genre, j'aime bien ça, on m'a essayé ça, puis ouais, j'ai vraiment adoré. Donc, c'est à peu près ça. Vraiment cool. Puis, qu'est-ce que tu dirais que la Maison des jeunes a changé dans ta vie ou a apporté dans ta vie? Surtout que je suis devenu plus social, genre, parce qu'avant, je jouais aux jeux vidéo, puis là, depuis la Maison des jeunes, à chaque fois que c'est ouvert, je sors de chez moi, je m'en vais voir mes amis à la Maison des jeunes, puis je discute, puis je socialise, puis c'est pas mal ça. Parfois, j'amène mes devoirs là, comme ça je peux les faire dans un endroit assez le fun, là, avec des personnes que je connais bien en place d'être tout seul chez moi. OK. Puis, est-ce que des fois, tu peux recevoir de l'aide, mettons, pour tes devoirs? Ouais. Surtout en Maison des jeunes, il y a parfois les mercredis, on fait de l'aide à devoirs, donc on peut aider ça. Moi, personnellement, j'ai pas tant de besoin d'aide, mais il y en a que oui. Fait que c'est quand même une très bonne opportunité. OK. Bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Ouais. Donc, c'est ce qui conclut la présentation de la Maison des jeunes. Donc, je vous répète, vous pouvez venir nous voir au 1060 rue Saint-Joseph à Belleuil ou au 100 rue Michel à Mont-Saint-Hilaire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'émission. Pour terminer, on vous propose des images de la visite de la Maison des jeunes en studio. Alors, si comme eux vous êtes intéressé par un métier du monde des médias, que ce soit devant ou derrière la caméra, TVR9 a besoin de vous. Envoyez-nous un courriel à l'adresse info@tvr9.com pour obtenir toutes les informations. Entre-temps, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Régional.
Bonjour, je suis Julie Larochelle, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Vallée du Richelieu. À toutes les semaines, suivez-moi alors que je vais à la rencontre, dans le cadre de l'émission Fierté d'ici, de toutes les belles entreprises, les beaux commerces, les restaurants de la Vallée du Richelieu. Suivez-nous, c'est un rendez-vous Fierté d'ici sur les ondes de TVR9.